Le MPP a été très intelligent dans la manœuvre. De 5 ans après l'insurrection. Voilà, justement. Il a été très intelligent pour arriver au pouvoir, mais on a beau être intelligent, ben on reste limité par ce qu'on est soi-même. Et le MPP a été fabriqué sous Blaise Compaoré. Les dirigeants du MPP ont été dans le moule de Blaise Compaoré. Ils ont grandi à l'ombre de Blaise Compaoré. Ils ont travaillé à l'installer. C'est ça leur péché congénital. Et ils n'en sont pas sortis parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Bruno Jaffray, est-ce que, oui, dans ces conditions, est-ce que le Burkina se trouve dans une situation inextricable d'avoir à sa tête des dirigeants qui sont en déphasage avec les enjeux du moment? Vous me posez des questions difficiles à répondre pour un étranger. Mais... Ah non, mais vous avez fait l'insurrection inachevée. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je pensais, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, même aujourd'hui, on se retrouve finalement, le paysage politique a assez peu changé, à part la création peut-être du parti de M. Augustin Loada et de 2 ou 3 petites organisations qui se sont créées, je pense, issues du parti sankariste. Donc M. Augustin Loada, en fait, il fait partie des intellectuels, n'est-ce pas? Il a participé à sa façon, il a participé à sa façon, mais pas finalement au premier plan à la mise en place de la charte. Et aujourd'hui, il fait campagne pour un militaire, finalement. Donc c'est un questionnement pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Zida n'est pas... Zida, bon, je vais pas trop... Zida a joué un rôle assez positif pendant toute cette transition, mais moi, j'ai pas oublié le passé de Zida comme intermédiaire avec les rebelles. Donc, si c'est ça que vous voulez comme président, voilà. Abdoulaye Diallo va réagir et nous allons permettre à l'assistance aussi sur cet aspect. Non, sur ce point, je veux bien dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas simple de créer quelque chose après un système aussi inique qui a duré 27 ans. Un système qui a autant d'implications, autant d'imbrications, autant de soutien à l'international. Ce n'est pas simple, mais est-ce que c'est impossible? Non, je n'ai jamais dit que c'est impossible. C'est le fait de croire que c'est simple. On fait une insurrection et tout de suite on peut... Non. On a, avec ce qui se passe, les 5 années qui ont suivi, avec le pouvoir MPP, donc le même système qui a continué, je pense que cela nous a permis de prendre conscience que ce n'était pas aussi simple. Et que dans la réalité, le plus dur n'a pas été de faire l'insurrection. Le plus dur, c'est de construire maintenant l'après-insurrection. Je pense que cette prise de conscience, on doit l'avoir. On doit comprendre. Le système est resté. Et je suis d'accord avec vous, professeur, je le répète tout le temps. Je dis, Salif, Simon, Roch, ils ont passé 27 années de leur vie à soutenir, à suivre. Et vous pensez qu'ils peuvent diriger? Tu passes plus d'un quart de siècle à suivre sans jamais exprimer ta réelle opinion. Et tu penses que subitement tu peux diriger? C'est pas possible. Pour moi, le plus grand exploit qu'ils ont fait, c'est d'avoir permis à Blaise de vivre, de rester au pouvoir 27 ans. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire. On doit prendre conscience de ça. Et travailler à installer un système qui peut vraiment changer les choses. Je suis d'accord avec vous, professeur, sur ce point. Donc, nous nous tournons maintenant vers l'assistance. Il y a... Oui, il y a monsieur Almami Kadjim. Oui, donc vous interviendrez après Almami Kadjim. Et je vois une troisième main qui est tout au fond. Monsieur Almami. Ok, merci, bonsoir. Moi, c'est Almami Kaji, artiste musicien, reggae maker. Il faut dire clairement les choses. Nous avons fait une insurrection populaire et civile le 30 et 31 octobre 2014, qui a été tout simplement estompée par un coup d'État militaro-civil qui portait la même armée de Compaoré, du moins la force la mieux organisée, selon certaines opinions, notamment le balai citoyen. Le 1er et 2 novembre 2014, nous avons contesté l'armée de Yacouba Isaac Zida et ses hommes. Ils ont tiré sur nous. Il y a eu encore mort d'hommes ce jour-là. Sans surprise, cette transition a travaillé à imposer les MPP qui aujourd'hui revient
avec les mêmes mesures liberticides et antisociales qu'ils ont toujours imposées à notre peuple. Donc il faut dire clairement que des gens ont été complices de cette histoire-là. Tant on peut demander d'arrêter Blaise Compaoré qu'il est complice pour avoir liquidé notre pays pendant près de 27 ans, on peut également évoquer vous savez, j'ai participé également à toutes les activités, M. Diallo il le sait, je suis le premier au Burkina Faso à chanter contre la modification de l'article 37 en 2013. Je l'ai sorti au centre de presse le 21 décembre 2013. Mais en un certain temps, j'ai dit clairement de ne pas confondre les choses parce qu'il ne faut pas changer pour changer. Voilà. J'ai dit, mais quand je sortais ma chanson article 37 et Dabo Boukari, le 21 décembre 2013, je disais clairement que bon, de toute façon, après l'article 37, le Burkinabé, il vit les crimes économiques, les crimes de sang et les conditions de vie. C'est ça, mais en tant qu'artiste, ma position était assez claire en son temps. Mais quand les gens disent, bon, après il va falloir que Blaise Compaoré parte, après on verra, même s'il va falloir le remplacer par un Margouya ou j'ai quoi, un crapaud ou quoi, le balai citoyen l'a dit. Tout a été dit ici. Il faut également ajouter que M. Diallo Abdoulaye, qui est devant nous, il a fait un film où il dit la révolution burkinabé. J'aimerais poser cette question à M. Diallo. Attendez, la révolution, là, on en est où aujourd'hui? La révolution burkinabé, où les mêmes hommes de Compaoré, la même armée de Compaoré au pouvoir. Attendez, laquelle révolution? Moi, je vois une chose. Mon peuple là, il viendra à bout des vendeurs d'illusions qui sont au pouvoir, ainsi que des terroristes, on parle de sécurité également, des terroristes et impérialistes, voilà, qui imposent tout ce que vous savez aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Almami. Monsieur. Monsieur Moyenga. Vraiment, merci. J'ai souffert avant d'avoir la parole. Mais vous l'avez. Bon. Mon cher ami Almami Kaji et jeune frère et camarade aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on aille dans les combats d'arrière-garde. Parce que ce qui s'est passé, je crois que l'ensemble des forces politiques, que ce soit celles qui étaient sur le terrain insurrectionnel ou autres, doivent s'amender et refaire l'analyse de cette situation qui a quand même échappé quelque peu à des forces, même qui prônaient justement l'insurrection et la révolution, qui était leur ligne d'ailleurs. Il faut s'amender. C'est pas mauvais, mais dans une direction aussi ça peut arriver. Maintenant, pour les forces insurrectionnelles, quand on fait la photographie, vous allez voir aussi que c'était assez hétéroclite. Et il y avait effectivement fait une synthèse pour pouvoir sortir quelque chose de potable. Maintenant, je veux pas trop tirer sur la transition là. Voilà, parce que nous avons passé cette voilà, c'est ça, du débat. Oui. C'est les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays. Non, vous savez, pour moi, la transition, sa signification est également le fait que les forces, qu'elles soient révolutionnaires ou les forces progressistes et autres là, étaient attentistes par rapport. C'est pourquoi on est survenu il y a eu la survenue de la transition. On ne peut pas accuser les acteurs. Maintenant, pour la suite, moi je pense que au sorti de l'insurrection, de la transition là, tout le monde avait déjà fait la lecture claire. Il n'y avait plus de débat à mener, il n'y avait qu'à préparer une alternative patriotique pour aller vers un changement qualitatif. Et c'est là où les forces insurrectionnelles, je dis, pouvaient se rattraper et rentrer effectivement dans un autre stade plus qualitatif du combat politique de conquête du pouvoir. Donc il fallait qu'ils réorganisent le combat sur un autre champ. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de forces aussi. Il faut le dire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais attendez, avant de dire ça, parce que c'est l'erreur. L'erreur, c'est que beaucoup de forces ont estimé qu'on pouvait accompagner ce régime-là. Il y a des forces qui ont trouvé qui pouvaient accompagner de manière, ça pouvait aller, si c'est peut-être rock en différent de blesse, ça pouvait changer. Et ça pouvait être peut-être meilleur. Ça aussi, c'est des erreurs de choses. Mais 5 ans après, là, l'échec là est cuisant. Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est la responsabilité politique aujourd'hui de cette jeunesse de combat dans notre pays pour un changement, pour une prise, j'allais dire, de responsabilité, même générationnelle. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas ce terme-là. Mais le terme-là, il s'impose. Il s'impose dans tous les cas. On a besoin de cette prise de conscience générationnelle au plan politique pour pouvoir assurer une transformation qualitative. Ça, c'est ça qui explique
la kyrielle de partis politiques, environ 5 jeunes partis politiques dynamiques, avec des hommes politiques nouveaux, des offres politiques nouvelles, avec une vision également nouvelle. Mais, et là, je crois que certainement, ce n'est pas fini. Mais ce combat-là doit se poursuivre. C'est ce que je veux dire. Et ne pas dire que s'il y a des forces qui n'ont pas encore peut-être pris l'initiative, mais il y a beaucoup de forces qui sont déjà dans cette dynamique de transformation politique-là. Et ça, il ne faut pas les ignorer parce qu'ils sont tous des forces insurrectionnelles qui ont fait un grand écart par rapport au régime en place. Votre position a été bien comprise parce qu'à partir du moment où vous dites c'est ce que je veux dire, ça veut dire que vous l'avez déjà dit et que vous vous répétez. C'est même déjà fait. Voilà, donc nous, si vous permettez qu'on puisse aussi écouter quelqu'un d'autre dans l'assistance. Il y a un monsieur tout au fond. Docteur Niaoné, c'est pas vous, il a levé la main bien avant vous. Ouais. Il y a une insurrection sauterelle. Moi, je voudrais parler de la situation actuelle. On sait que on a à peu près... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Moi, je voudrais parler de la situation actuelle. On sait qu'on est à 5 ans maintenant de l'insurrection. On est aussi à peu près une année des prochaines élections. Et on a à peu près 30 à 35% du territoire qui n'est plus sous contrôle. On a entre 20 et 30 morts par semaine. Les Burkinabés ne peuvent plus vivre. Il y a 600 000 déplacés, etc. C'est inédit depuis l'histoire du pays. On risque un éclatement, etc. Je voudrais savoir ce que les panélistes, qu'est-ce qui va se passer les 12 prochains mois au fait? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à perdre du territoire? Est-ce qu'on va changer la façon dont les gens sont intéressés par la situation nationale? On sait que les Burkinabés des grandes villes de Ouagadougou, de Bobo, etc., on n'est pas sûr que les gens soient très conscients de ce qui arrive au pays. On n'est pas sûr de combien % des Burkinabés des villes savent qu'on n'a plus 35% du territoire, savent qu'on est dans une situation extrêmement inédite et que qu'est-ce qui est en train d'être fait pour arrêter ça et comment chaque Burkinabé pourrait contribuer à cela. J'ai vu qu'il y a aussi un recensement qui a été lancé sur toute l'étendue du territoire. Or, on n'a pas tout le territoire. Pourquoi ce recensement a été lancé? Je pense qu'on a très bien compris les préoccupations que vous avez. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis M. Kanazoé Gibril, je suis entrepreneur de travaux publics. Merci beaucoup, M. Kanazoé. Avant de donner la parole à l'assistance, Dr Niaoné, j'imagine que vous voulez parler aussi de cette situation. Vous avez la parole et on revient à l'assistance pour qu'elle réagisse. Je suis Moumini Niaoné, je suis docteur en médecine. Je travaille beaucoup actuellement avec les personnes déplacées internes. En fait, quand on parle de la situation actuelle, j'ai l'impression on dit Burkinabé, il y a Burkinabé partout et il y a Burkinabé nulle part. Je m'explique. Il y a des zones rouges où il n'y a plus de fonctionnaires de l'État. On a embauché des privés qui y travaillent. Si tu réfléchis un peu, tu te demandes, ces privés-là, ils ont 2 vies ou quoi? Donc, la première solution, c'est qu'on ait des vrais Burkinabés. Deuxièmement, nous avons une conception de la solidarité qui est très dangereuse. Nous sommes solidaires envers nous-mêmes. Je suis solidaire envers les gens de mon village, envers les gens de ma famille, et point barre. Quand on dit qu'à Foubé, on ne peut plus y aller parce qu'il n'y a pas de sécurité, je m'en fous parce que je viens de Banfora. Et c'est ça qui est grave. Il faut que le Burkinabé redevienne un citoyen qui est conscient du problème que le Burkina vit, qui est sensible parce qu'un Burkinabé, où qu'il se trouve, n'a plus accès à l'éducation, n'a plus accès à la santé,
et n'a plus accès à la sécurité en fait. Et bon, je vais terminer rapidement en posant une question. Quand on disait qu'il n'y avait pas de comité en son temps pendant l'insurrection, et les clubs cibales, ce n'étaient pas des comités de quartier? Et peut-être poser une question à l'ami Almami. Est-ce qu'on peut arrêter peut-être d'accuser X ou Y et poser des actes concrets pour le futur, et puis c'est tout. Cette jeunesse qui est là actuellement, elle a besoin qu'on lui fasse comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir des rêves illégitimes. Il n'y a pas de génération spontanée. On ne peut pas se lever aujourd'hui et puis créer des choses et faire des choses. Cette jeunesse-là a besoin qu'on lui fasse comprendre qu'elle a un pouvoir en main et qu'elle doit la récupérer et avancer pour le futur. Merci. Merci, Dr Niaoné. Docteur Diané, vous avez déjà parlé. Nous allons revenir sur les questionnements qui se posent parce que là, on est dans une situation, 5 ans après l'insurrection, bien sûr, il y a eu des élections. Le pays s'achemine vers de nouvelles élections à un moment où sa survie en tant qu'État est problématique. Est-ce que c'est pas mieux que je réponde à certaines questions avant d'engager ce débat-là? Je propose, monsieur le modérateur, parce que c'est un débat assez important, donc on peut évacuer rapidement les petites questions qui ont été... les questions entre... Non, je pense que... Non, là, nous risquons de dévoyer complètement le débat en nous focalisant sur des questions. Le balai citoyen a fait ceci, le balai citoyen a fait cela. Je dis, on évacue vite pour passer aux vraies questions. Non, mais monsieur Diallo... on doit quand même répondre aux questions, monsieur le modérateur. Oui, monsieur Diallo, j'aimerais que pour cette dernière non, là, ça phase devient du de la débat, censure. j'ai fait de la censure, monsieur Diallo. Non, j'insiste, c'est important. Quand quelqu'un pose une question, ça veut dire qu'il a une préoccupation. S'il a une préoccupation, allez-y, monsieur le minimum, Diallo, c'est de répondre. Et donc, je vais bien répondre à Almami qui me pose une question. Et ce que je voulais dire n'est pas extraordinaire, ça me prend 2 secondes pour dire que le docteur Niaoné a plus ou moins dit, et c'est le conseil que je vais lui donner. Il faut qu'il passe cette étape. Cette étape est dépassée. Aujourd'hui, si la vie de quelqu'un doit se résumer à dire j'attaque, un mouvement, vous ne faites pas avancer la lutte. Et moi, j'ai fait un film, j'ai produit un film, j'ai eu l'idée de faire un film, et je n'étais pas motivé par... mais il est artiste. Et je suis étonné que lui me pose une question. Pourquoi je titre le film Une révolution africaine, les 10 jours qu'on fait chuter Blaise Compaoré? Ça, c'est ma liberté totale d'utiliser le mot. Et j'ai bien dit une révolution africaine. Si vous lisez, vous comprenez le français, je n'ai pas dit la révolution, j'ai dit une révolution africaine. Et les 10 jours qu'on fait chuter Blaise Compaoré, c'est un travail de documentation historique que nous avons fait, de dire, portons à l'écran, en image, ce qui s'est passé pendant ces 10 jours au Burkina Faso. Il faut respecter le travail. C'est un travail artistique qui a été fait par des réalisateurs, par des jeunes qui étaient sur le terrain. Il faut le respecter. Le titre, on l'assume pleinement. Au moment où on sortait le film, on pouvait se poser cette question, une révolution africaine. Voilà, aujourd'hui, peut-être que si je produisais ce film aujourd'hui, je n'aurais pas mis ce titre. Voilà, et ça, il faut respecter ça. C'est ce que je voulais juste dire pour nous donner maintenant le temps de faire le débat. Merci. Monsieur Jaffray, merci monsieur Diallo pour la mise au point, qui est aussi en termes de cinéma. Alors, monsieur Jaffray, est-ce que en faisant ce livre, en faisant ce travail de documentation, déjà en 2014, avec la chute de Compaoré, on voyait poindre à l'horizon une telle situation cataclysmique pour le Burkina? Je ne pense pas. Simplement, on a sans doute sous-estimé le fait que Blaise Compaoré avait signé un accord avec les terroristes et que son départ allait entraîner leur retour. Si un accord, c'est quand même fort. Écoutez, moi, c'est des questions sur lesquelles j'ai travaillé. C'est probable. Enfin, je ne vais pas vous raconter comment Blaise Compaoré a été chercher les dirigeants du MNLA en hélicoptère alors qu'ils étaient et qu'ils se sont installés. Alors, c'est peut-être pas les mêmes, mais vous savez, dans cette région, bandits, terroristes, indépendantistes, trafiquants, tout ça se mélange. Enfin, les gens qui font des reportages, ils le savent. Alors, pour répondre à la question, je suis très désemparé et c'est pas à moi de donner des leçons. Le livre, il a été fait un peu pour... 5 ans après, les gens s'inquiètent et ils sont déçus. Ce livre a été fait un petit peu pour reconstituer
cette histoire, qui somme toute est très positive, et raconter comment les Burkinabés ont fait, parce que la situation n'était pas simple, comme on l'a dit. Et en fait, il faut que les Burkinabés retrouvent cette capacité à dépasser, parce que c'est vrai qu'il est plus temps de commencer à dire, non, il est clair que la situation est désastreuse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens s'assoient autour d'une table, sans explosive, enfin, faut essayer en tout cas, et qu'il y ait, je sais pas, des états généraux du pays. Je crois qu'il y a une concertation sur l'insécurité aujourd'hui, et qui retrouve en tout cas cette capacité de se mettre autour d'une table, de réfléchir, de mobiliser la population si nécessaire. Mais moi, je suis vraiment pas le meilleur placé pour vous donner des solutions. Je reste un étranger, et plutôt quelqu'un qui travaille sur le passé que sur l'avenir. Mais le passé peut donner Absolument. des pistes pour envisager l'avenir. Professeur Sawadogo, il y a deux intervenants dans l'assistance qui nous disent qu'il y a comme une sorte de déni, une sorte de désintérêt des Burkinabés quant à la situation de leur pays et ils ne se sentent pas concernés. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas mon opinion pour la simple raison que j'ai l'occasion de travailler avec des citoyens, avec des organisations qui sont sur le terrain, qui se battent avec ces questions-là. Il y a un comité de lutte contre la stigmatisation et l'impunité qui s'est constitué après Yirugu. Il y a le MBDHP qui existe depuis longtemps. Il y a l'ODJ qui est là depuis un moment. Il y a différentes organisations aujourd'hui qui sont aux prises avec ces questions-là. Donc, moi, je ne sous-estime pas du tout la prise de conscience qui est en train de se développer dans notre pays. Mais est-ce que cette attention, conscience, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Elle est en train de le devenir. Voilà. Si elle ne l'est pas encore, elle est en train de le devenir. Parce que vous regardez les grandes villes du Nord et même Ouagadougou. Il y a des gens qui sont venus à Ouagadougou pour demander à s'abriter. Donc, est-ce qu'on peut être à Ouagadougou aujourd'hui et dire qu'on n'a jamais entendu parler de mouvements de population vers le centre du pays? Non. Attention avec ces questions. Donc, si vous estimez que la prise de conscience n'est pas suffisante, qu'elle n'a pas encore couvert tout le territoire, je peux le concéder, mais je vous dis que on est en train d'aller vers là. Voilà. Et les réponses aussi, on est en train de voir, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus convaincus que le pouvoir central est dépassé par la situation et qu'il faut que les populations à la base trouvent une façon de répondre. Voilà. Donc, ce sont des questions qui sont posées. Il y a des organisations qui se battent avec ces questions. Il y a des individus qui se battent avec ces questions. Et chacun de nous, aujourd'hui, où il se trouve, doit se poser la question, si on est un citoyen qui veut être utile, comment je peux faire pour être utile, pour diffuser la prise de conscience et aussi pour apporter mon soutien à mes concitoyens qui sont confrontés à des difficultés. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur cette question-là. Mais monsieur Diallo, on parle de solidarité, on parle d'action citoyenne hors cadre étatique ou des organes de l'État vis-à-vis de ses concitoyens, de ses compatriotes qui sont dans le besoin, qui subissent. Vous, je crois que vous menez des actions dans ce sens. Est-ce que vous pourrez nous partager déjà ici ce que vous faites et avec quels résultats et quelles difficultés? Je pense qu'effectivement, cela fait partie des actions de beaucoup de citoyens qui sont très conscients de la situation. Effectivement, au niveau de SEM-Film, du Centre de presse Norbert Zongo, du Ballet citoyen, de Free Afrique, je pense, et d'autres organisations, de la CODEL. Voilà, il y a une réflexion qui a été lancée et on a lancé une campagne qui s'appelle Faisons un geste. La campagne prend fin d'ailleurs demain 31 octobre, où l'idée c'est de dire, on est conscient que l'État a failli sur ces questions-là. Les compatriotes sont dans des difficultés, ils sont déplacés. Aujourd'hui, on a plus de 500 000 déplacés internes au niveau du pays. Et donc, il faut qu'on fasse un geste pour aider nos compatriotes. Et on a lancé dans cette campagne. Donc, je suis d'accord avec vous, professeur, qu'il y a une prise de conscience. On a essayé d'organiser des dons à Waiguya, à Barsalgo, à Kungusi, mais c'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant.
Mais aussi, je mets un peu de bémol parce qu'il s'est trouvé des gens pour attaquer une telle initiative. Il s'est trouvé des gens pour décourager, pour créer une polémique inutile sur ça, pour attaquer d'autres. Vous voulez utiliser ça, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. Et ça aussi, c'est une réalité. Et moi, dans ce cas, il y a aussi des inconscients. Hein. Il y a aussi des gens qui ne perçoivent pas le danger dans lequel on est. Il y a aussi des hommes politiques qui ne comprennent pas ça. Il y a certains qui sont déjà en campagne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le courage d'aller en campagne dans cette situation? Donc, professeur, là, je relativise que même si on doit signaler qu'on a beaucoup de compatriotes, beaucoup d'organisations qui se battent, qui sont conscients du danger, et ce n'est pas étonnant parce que c'est les mêmes qui ont été aussi un peu conscients du danger que pourrait représenter l'entreprise de Blaise Compaoré qui se sont levés. Bon, ils sentent aujourd'hui que le pays est en danger, ils se lèvent. Donc ça, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de nos compatriotes qui ne sentent pas la chose. Quand vous parcourez Ouagadougou, il y a des comportements. Est-ce qu'ils sont conscients de quelle situation on est? Donc, je vais aussi mettre un peu ce bémol-là à ce niveau-là. Je donne la parole à Bruno et je reviens à l'assistance. Je voulais juste dire que quand j'étais en France, M. Pierre Ouédraogo a donné une interview à RFI. C'est évidemment dommage que ça soit donné à l'extérieur. Il a fait des propositions qui ne me semblent pas être discutées. Je ne suis même pas sûr qu'un journaliste est venu parce que RFI, les interviews à RFI, moi j'en ai fait quelques-unes, vous avez 5 minutes, vous ne pouvez pas développer vos idées. Or, il a avancé quelques idées qui méritent au moins d'être débattues au niveau national, même si j'imagine que c'était une parole originale. En tant qu'ancien secrétaire général des CDR, c'était une parole originale qui mérite d'être discutée, en tout cas. Il disait, je ne sais pas si les gens ont entendu, il disait, je crois qu'il fallait créer des comités de défense dans les villages, mais toujours sous la direction d'officiers militaires, qui est un intermédiaire entre ce que sont les Koloego et l'armée toute seule, qui visiblement semble avoir des difficultés à retrouver une collaboration avec les populations qui sont attaquées. Justement, sur cette question militaire, je vois la main du doyen Bayala, le colonel Bayala. Vous avez la parole. Bien, d'abord, bonsoir tout le monde. Je m'excuse d'être arrivé un peu en retard parce que j'étais en train d'abord de prendre mes produits. Quand vous entendez la voix, vous savez que ce n'est pas pour danser du rock ici. Bien. Merci d'abord pour l'invitation. Et je m'en voudrais à ce stade-là des débats de ne pas aussi ajouter à la terre de la terre. Ce qui est important de mon point de vue, il nous faut dépassionner les débats et nous poser réellement la question telle que le thème le souligne. 5 ans après, quelle est la situation au Burkina? Alors, d'ores et déjà, j'aimerais vous rappeler que nous abordons un domaine qui est aussi vieux que la guerre. La question du terrorisme, la question de l'insécurité. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous attendre dans les jours, dans les années à venir, à retrouver la quiétude d'antan. Ça, il faut se l'enlever de l'esprit. C'est une question de comportement. Et vous savez qu'on ne chasse pas le comportement d'un individu par un coup de bâton magique. Il faut une transformation. Les sociologues sont là, les ethnologues sont là, les philosophes sont là pour nous dire quel est le chemin à parcourir. Aujourd'hui, ce qu'il faut regretter, je parle d'abord en tant qu'officier formé dans la lutte antiterroriste, le seul à ce que je sache, à un moment où on n'en parlait pas. J'en ai même fait les frais puisque sous la Révolution, j'ai eu mon odyssée, mon désert à traverser, j'ai été interné et tout ça. Bon, bref, ça, j'ai choisi le métier pour ça. Mais je dis que si nous n'avions pas détruit ce que nous avions prévu, et c'était sous la mise en œuvre, la création du GIGN, c'est-à-dire un pendant de celui de la France,
À l'époque même, il avait été demandé à la Lamizana, non, il faut le créer en Afrique et mettre son siège à Dakar. Voilà ce qu'il y avait. La Lamizana a dit non, lui, il a besoin d'une sécurité pour son pays d'abord. Alors, donc, déjà, si cette unité-là, qui a été mise en place à partir de 81-82, avait résisté au soubresaut politique, il est évident qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, si on n'avait pas changé la vocation première du régiment commando, c'est-à-dire au niveau de Pau, pour le transformer en régiment de sécurité présidentielle, ce qui signifiait en clair que c'était une milice, on aurait eu une armée aujourd'hui opérationnelle, professionnelle. Donc, si l'on n'avait pas connu un long règne, moi j'ai servi aux Nations Unies où j'étais le responsable au Niger de la réforme des systèmes de sécurité dans les États fragilisés, dans les États en conflit, comment il faut remonter absolument les choses et cela part d'abord de l'État lui-même. Qu'est-ce qu'il faut comme le type d'État en Afrique et de par le monde d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est la grande réflexion faite hier. Après, on descend. Qu'est-ce qu'il faut comme... Parce que dans la grande réflexion, ça veut dire aujourd'hui, on a besoin d'un État démocratique, d'un État de droit, d'un État de justice sociale pour éviter les frustrations et les radicalisations. Ensuite, on descend à la sécurité. Parce que longtemps, on nous a maintenus dans une grossièreté en disant que la sécurité dans un État relève de la souveraineté, on ne peut pas vous assister, on ne peut pas vous aider. Par contre, on va vous aider pour le développement. En matière de développement, tout le monde est conscient que là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Là où il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Donc déjà, c'est pour dire que c'est une erreur de vouloir envoyer de l'armement, de ceci, de cela, dans le Sahel. Ça va être récupéré par qui? Par les terroristes. Donc, il nous faut aller résolument vers ces réformes-là qui s'imposent aux États faibles, aux États post-conflit, aux États en difficulté. Et le Burkina s'inscrit en droite ligne dans ce schéma-là. Donc, aujourd'hui, ne cherchons pas à savoir c'est X, c'est Y. Le plus important, c'est de savoir qui attaque. Parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'un des gros problèmes aussi pour nos forces de défense et de sécurité, c'est que c'est des forces importées. Et je renvoie chacun, tous ceux qui écoutent les choses, au fameux discours, enfin, aux instructions du roi belge, Édouard II, lorsqu'il envoyait ces gendarmes, ces policiers, ces militaires, pour civiliser le Zaïre, qui lui a été donné lors du partage de Berlin, en 1985, comme propriété personnelle du roi. Donc il a envoyé ses militaires, il dit, allez, ne leur parlez pas de bon Dieu, ils connaissent bon Dieu. Civilisez-les par les cravaches et au besoin par les armes. Quand les Lumba arrachaient l'indépendance, ces choses, 3 millions d'indigènes avaient été tués. Donc, malheureusement, je m'excuse, malheureusement, vous savez que... On va vous donner oui, une minute pour permettre aussi à d'autres... C'est pour vous poser le socle de nos débats.
qui vont nous permettre de réfléchir, qu'on ne se lève pas ici en intellectuel, sans conclusion, sans aboutir à rien. Peut-être pour quelqu'un comme moi, de m'avoir empêché de dormir parce qu'il est l'heure de mon sommeil. On s'en voudra. Donc, vous voyez. Alors, donc, dans ce schéma-là, il faut absolument que nous soyons sur terre avec nous-mêmes. C'est pratique, la situation du moment-là. Elle n'a pas besoin de littérature. Elle a besoin des acteurs des sciences sociales et autres pour reconditionner les schèmes de pensée là, des populations. Et faire comprendre à mes compagnons d'armes, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire, que nous ne sommes plus chargés de civiliser des indigènes. Nous ne sommes pas non plus autorisés à arnaquer, à être portés vers la corruption et tout ça, mais créer le climat de confiance. En Europe, pour ceux qui ont parcouru, quand vous voyez le policier ou les gens, quand vous êtes en difficulté, vous allez les saluer. Ou bien celui qui vous est en difficulté, il vient vous porter son secours. Mais ici, personnellement, je me suis présenté quand je commandais toute la région du Nord jusqu'au Sahel. Et c'est à ce titre que j'ai eu à mener une étude. Ceux qui vont sur le net, vous verrez les conséquences de la guerre du Mali sur le Burkina. Et la conclusion était très claire. Nous étions en 2012. Il est clairement écrit qu'après le Mali, c'est le Burkina qui sera attaqué. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bayala. Nous allons faire un pont générationnel. Monsieur Aziz Dabo, il y a longtemps que vous demandez la parole. Vous l'avez. Bonsoir, merci bien. Je pense aussi, comme ce que la dame a dit, je suis toujours venu à Afrique avec énormément d'intérêt, énormément de plaisir, mais je reste sur ma soif et je finis par me demander si le Saint-Esprit ne va pas venir nous accompagner ce soir. Parce que ça fait 5 ans qu'il y a eu une insurrection au Burkina Faso. C'est vrai que je n'y étais pas, je l'ai suivi un peu comme les autres. Mais je voudrais que les uns et les autres arrivent à transcender tout ce qu'il y a comme un tel a fait ceci, un tel n'a pas fait cela, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui ne s'est pas passé là. Et je vous assure que je suis quelque part peiné que certains aient posé des actes sans plus ou moins anticiper ou ils ne se sont pas organisés pour voir les échéances futures. Donc c'est pour vous dire aux uns aux autres, s'il y a des propositions, ce serait vraiment bien pour tous. Moi, ma proposition par rapport à la situation actuelle, elle est simple. Allons vers plus ou moins une réconciliation nationale, qu'on se parle, qu'on discute, parce que même l'architecture même du plateau, chacun a fini par se rentrer dedans. Il faut que les Burkinabés se parlent, il faut qu'ils discutent, il faut qu'ils se comprennent, parce que sans communication, sans ces voies et moyens, nous n'allons pas y parvenir, parce que je pense que ce n'est pas les qualités humaines ou ce ne sont pas les aptitudes humaines, intellectuelles qui nous manquent, mais c'est de pouvoir mutualiser ces énergies, ces forces, en fait, pour un Burkina Faso meilleur. Merci bien. Merci, Monsieur Dabo. Je vais prendre 2 interventions. Il est 20h passé de 41 minutes. Donc, il n'y a pas de femmes. Donc, nous donnons la parole à la femme et qu'elle arrache la parole au fond de la salle. Et tout au fond, il y avait un doigt. Donc, on donne la parole à la femme. Voilà, je m'excuse d'avoir été notre modérateur. Ok, j'ai suivi avec attention les différentes interventions. Concernant l'insurrection, je voulais demander quel a été le rôle, les contributions, la place de la femme dans cette lutte-là. Pas seulement les spatules, autre chose aussi. Et deuxièmement, je veux revenir sur l'actualité même, ce qu'on vit actuellement. Dans les journaux, chaque jour, on lit, il y a eu 10 morts par-ci, il y a eu des voitures qui ont explosé par là.
par contre, dans les journaux, franchement, à aucun moment, je n'ai vu vraiment mentionner le mot guerre. Je ne sais pas s'il s'agit d'une censure morale, d'une censure, comment j'allais dire, communication. Mais en tout cas, nous qui sommes à Ouaga n'avons pas cette impression-là que le pays est réellement en guerre. Il y a donc quelqu'un qui a souligné vraiment le territoire qui est actuellement occupé, une bonne partie. Mais avec tout ce qui se passe, pourquoi est-ce que le langage n'est pas clair? On sent que les choses ne vont pas. On sent qu'il y a vraiment, comment j'allais dire ça, des massacres. Je ne veux pas revenir sur le massacre des peuples, but ce soir. Mais on sent que le pays est vraiment dans une instabilité. Mais au niveau des médias, c'est frileux, ça ne parle pas de ça, c'est en sourdine. Donc franchement, si je pourrais avoir quelques de réponse, ça me ferait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Oui, on va passer la parole au doyen Mousbila. Et après, c'est tout au fond. Ok, merci. Effectivement, je m'appelle Sankara Mousbila. Je suis un ingénieur de télécommunications à retraite. Mais je me suis trouvé mêlé tellement à des problèmes politiques que souvent j'oublie que je suis ingénieur. Bon, il y a, par rapport à la situation d'après-insurrection, je peux dire que c'est la faute des intellectuels. Parce que de façon générale, en Haute-Volta jusqu'au Burkina, les intellectuels n'ont jamais réussi en politique. Notre premier agrégé, dont la valeur n'est mise aucunement en doute, puisque vous le connaissez à l'extérieur, c'est le professeur Kizerbo, il a créé un parti, il disait un parti qui n'a jamais dépassé l'existence. C'est tout, ça existe, c'est tout. Et tout ça, c'est le travail des intellectuels. Il était entouré des intellectuels, de vrais. Après les différents changements intervenus par les militaires, ils se sont toujours entourés de ce qu'on appelle intellectuels. Ils n'ont pondu que du verbiage. Et le CNR, qui avait sa méthode et ses manières, le colonel vient de vous en parler, était obligé de les rentrer en plein, bon, mal lui en pris, puisque jusqu'à présent, il y a des gens qui trouvent que c'est la révolution qui retarde le Burkina. Vous voyez comment les intellectuels peuvent être malhonnêtes. Alors, quand l'insurrection est venue, juste après, il aurait fallu d'abord juger ceux qui étaient là, parce qu'on les reproche de quelque chose. Même s'ils ont fui, posons une procédure, jugeons-les, pour que les gens sachent que ça va, ça ne va pas. On n'a pas fait ça. Vous voyez ce que les intellectuels font actuellement? Ils demandent à ce qu'on se réunisse. Comment on appelle ça? Que réconciliation. Vous allez réconcilier qui avec qui? Or les malentendants là, c'est entre les intellectuels. Fouillez le livre de Bruno Jaffré, vous allez voir que la bagarre là, c'est depuis les restos universitaires de Dakar ou de quoi. Et c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas des vrais problèmes de notre République. C'est des petites questions de quoi, un tel m'a volé un baiser par-ci, bon, il m'a négocié par-là. C'est ça qui a constitué les frontières qui divisent nos intellectuels au fond, qui ne puissent pas se remettre en ordre. Alors, donc après l'insurrection, ils étaient les premiers à créer les partis au hasard, sans analyser, sans savoir avec quoi je vais faire la campagne. Alors qu'ils auraient pu analyser pour voir que dans ce pays-là, les idées seules ne suffisent pas. C'est pour ça que certains se sont appuyés sur des militaires. Et vous savez que dans l'armée, si vous ne le savez pas, moi je vous l'apprends, c'est comme dans nos églises, dans nos mosquées. Il y a des gourous. S'il n'y a pas un gourou capable dans votre orientation, vous ne pouvez rien donner, vous ne pouvez pas donner un ordre dans l'armée. Non. Il faut qu'il y ait un gourou derrière lequel il fait sa prière. Comme ça, si le gourou la parle, il répond. Et c'est cette même... Doyen Sankara, oui? Maintenant, on a déjà suffisamment parlé de tous ces états avec l'insurrection. Oui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui est celui de notre survie en tant qu'espace géographique, aussi en tant que communauté. Mais j'en venais. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons d'abord partir là-bas voir les responsables coutumiers, ce qu'on appelle les responsables, c'est pas coutumiers, les leaders d'opinion, pour leur dire d'arrêter l'esclavage. Parce que quand vous voyez que les gens préfèrent mourir, c'est que leur vie ne vaut plus rien. Et pour que leur vie n'ait plus rien là, c'est parce que des gens
malgré que l'esclavage est aboli depuis, il y en a qui continuent toujours à appliquer l'esclavage là-bas. Et on n'a jamais intervenu pour dire arrêter. Jusqu'à ce que les gens sont partis demander des appuis ailleurs. Et maintenant, nous sommes là, on dit c'est ceci, c'est cela. Non, il y a longtemps que nous avons cessé de gouverner ce pays. C'est pourquoi ces choses-là sont arrivées. Alors, et si on ne prend pas en compte cette vision-là, pour amener les gens à être, tout le monde à être burkinabé, avoir les mêmes droits partout, on n'en finira pas. Il y aura toujours quelqu'un un jour qui va se révolter. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va réunir les émirs, les imams, les chefs de ceci, leur dire que le seul pouvoir, c'est celui de l'État. Voilà. C'est ceci. Si quelqu'un prend une décision ou bien il traite un dossier qui n'entre pas dans le cadre des lois qui nous régissent là, en tout cas, je m'en prends à la personne. Ou bien si elle n'est pas capable de faire appliquer ça aussi, je les dégomme, puisqu'ils ont une responsabilité. Merci beaucoup, M. Sankara. Ouais. Oui, monsieur en habit blanc. Il est 20h50. Oui, après, on va prendre deux dernières personnes dans l'assistance et on va revenir au niveau des panélistes pour clore la soirée. Monsieur, vous avez la parole. Merci, Aniché. Moi, mon nom, c'est Sabari Christian Dao. Je suis diplômé de la grande université de la parole enseignée à l'homme des Baobab. Moi, je voulais simplement dire deux choses et une proposition. Au Burkina, nous n'aimons pas nous dire la vérité. Aujourd'hui, on est en train d'accuser ceux qui ont assassiné notre insurrection. Ils l'ont tué comme ils ont tué Thomas Sankara. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on les accuse. Monsieur Diallo, qui défend qu'on juge le dossier Thomas Sankara, ne veut pas qu'on le juge. Ne veut pas qu'on juge ceux qui ont tué notre insurrection. Ce n'est pas normal. Il faut que dans le tribunal soit assis et qu'on juge ceux qui ont tué notre insurrection. Et c'est après ce jugement qu'on pourra aller de l'avant. On ne peut pas... Vous savez, les Burkinabés sont en colère parce que ceux qu'on a mis devant pour faire ci ou ça, on les voit maintenant nommer tel ministre, tel DG en train de pousser des joues et le peuple est en train de croupir dans la misère. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que la justice soit faite. Et si la justice est faite, on passe maintenant à cette histoire de réconciliation et à la construction de notre pays. Deuxièmement, je voulais dire que nous, les Burkinabés, nous n'aimons pas travailler. Parce que Bruno Jaffré a écrit la biographie de Thomas Sankara. Après lui, je n'ai pas vu un seul Burkinabé, nos historiens, nos intellectuels qui sont assis, ils n'ont jamais fait un travail fourni comme le plan là dans notre pays. Pourtant, lui, il a quitté son pays, il est venu fouiller, il a fait un travail propre. Et personne n'a jamais fait ça. Et aujourd'hui, on le félicite. Monsieur Diallo le félicite parce qu'il a fait un travail encore sur l'insurrection. Et vous, et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Quelqu'un encore va quitter de loin 10 000 km pour venir nous parler de notre insurrection. L'insurrection n'a pas été, il a même calmé ses mots, l'insurrection a été assassinée. L'insurrection a été assassinée et pour finir, moi j'aimerais dire que nous devons nous parler en toute vérité. Il faut que ceux qui ont tué l'insurrection soient jugés et condamnés et que nous puissions construire le pays. Merci, la lutte continue. Vous l'avez dit, M. Dao, mais étant moi-même journaliste, travaillant sur des questions de fact-checking, juste pour votre information, des Burkinabés, sans dénier à M. Jaffré toute l'œuvre qu'il a eu à faire sur l'histoire politique burkinabé, notamment la Révolution. Des Burkinabés ont écrit sur le président Thomas Sankara, des Burkinabés ont écrit sur l'histoire de la Révolution, et rien que ici, il y a M. Alfred Sawadogo, écoutez, vous avez parlé, on vous a écouté, de l'ONG SOS Sahel, qui a eu à écrire sur Thomas Sankara. Le regretté Valère Sommet a eu à écrire sur Thomas Sankara. Donc, c'est de vous inviter aussi à élargir le champ de vos lectures. Les deux dernières personnes. Ce sera à gauche et ce sera à droite. À gauche, monsieur en jaune, il y a longtemps que vous demandez la parole. Enfin. Je voudrais pas être à votre place.
C'est chaud pour vous. Merci, merci. C'est un sujet intéressant. Hein, c'est normal. Contrôler tout ça. En plus, il doit nous contrôler nous aussi. Voilà, merci pour la parole et bonsoir à toute l'assistance. Je voudrais d'abord commencer mes propos par m'incliner humblement sur nos frères, nos très chers frères et sœurs que nous avons perdus lors des événements malheureux des 30 et 31 octobre 2014 et bon rétablissement aux blessés qui jusqu'à présent n'ont pas suffisamment d'assistance puisque jusqu'à présent eux-mêmes ils le disent. Alors, je voudrais aussi remercier toutes les composantes de la société qui ont œuvré les 30 et 31 octobre 2014. On va aller très droit au but. Nous n'allons pas faire des remerciements pour l'insurrection et autres. C'est passé il y a 5 ans. Ce sont mes propos. La parole est libérée, s'il vous plaît. Voilà. Oui, mais ok, donc je continue. Je vous suis, d'accord, il n'y a pas de problème. En termes de perspective, je voudrais d'abord m'aligner un tout petit peu à mon prédécesseur. Il faudra d'abord faire un bilan de la gestion de notre insurrection avant de venir voir les perspectives. Parce que sans avoir fait ce bilan, on ne pourra pas s'asseoir pour dégager des perspectives. Alors, en termes de perspectives, il faudra d'abord reconnaître une chose, et nous le crions chaque jour que Dieu fait, nous n'avons pas d'État souverain. Nous ne sommes pas indépendants. La première des choses que nous devons faire d'abord, c'est de lutter pour une indépendance véritable pour nos États, parce que nous ne le sommes pas. Alors, secondo, ce que nous devons faire, comme les panélistes l'ont dit, il faudra d'abord s'organiser. Alors, il faudra interpeller les uns et les autres pour dire que l'histoire du Burkina Faso n'a pas commencé en 2014. Les contestations contre ce régime, le régime de Blaise Compaoré, les contestations n'ont pas commencé en janvier 2014. Les contestations ont commencé d'abord à s'amplifier lors de la mort du journaliste Norbert Zongo. Et des structures, des organisations de la société civile, de façon traditionnelle, ont lutté jusqu'à ce que un jour Blaise Compaoré puisse partir. Voilà, donc il faudra comprendre que la lutte là, pour un changement véritable, c'est une organisation du peuple. Et je voudrais, ça m'engage personnellement, je ne crois aucunement à aucun parti politique sur la scène actuellement. Parce qu'aucun de ces partis n'a notre solution. Aucun de ces partis n'a notre solution. Alors, comme le professeur le disait, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes dans les activités, nous recevons des tracts. On ne sait pas d'où ça vient, mais on les reçoit quand même. On voit des pancartes, on voit un parti qui est inscrit dessus, PCRV, on cherche les tracts, on voit le programme, on lit. Mais quand tu analyses et que tu fais la comparaison entre ce qui est proposé là-bas et nos partis politiques, les partis politiques nous aliènent. Ils contribuent à nous aliéner. Et c'est ça le véritable problème. Alors donc, ce que moi je voudrais terminer par dire, il faudra... D'accord, donc je vais juste m'arrêter là pour dire, que je félicite toutes les organisations. Aujourd'hui, bon, le frère, le camarade Diallo, aujourd'hui s'est vu beaucoup attaqué. Parce qu'il faut dire, les gens l'ont dit, les gens sont beaucoup déçus de ce qui s'est passé après l'insurrection. Alors vous avez l'occasion de vous rattraper. Ici, il faut le faire dès maintenant. Dès maintenant. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Oui. Oui, tout au fond, oui, monsieur. Et ce sera la dernière intervention, malheureusement. Je vous remercie. Je baligne sur l'essentiel des analyses. Mais ma grande inquiétude, pour faire une forme de synthèse, si on avait la bénédiction d'une insurrection aujourd'hui, on peut pronostiquer aisément qu'on sera encore face à une autre catastrophe. L'ensemble des productions intellectuelles est soit dans le rétroviseur en train de dire « c'est moi qui ai fait, c'est moi qui n'ai pas fait ». Le peuple a nettement prouvé que ce n'est pas ceci sa préoccupation. Tout au plus, il y a 1000 personnes qui se sont exprimées comme auteurs directs ou indirects de l'insurrection. 1000 personnes ne font pas une insurrection.
Et dans l'histoire de ce pays, dans le discours d'orientation politique, Thomas Sankara utilisait le même terme d'insurrection pour l'événement qui a eu lieu. Dans notre histoire, ces mouvements, ces irruptions populaires ne sont pas exceptionnelles. Et ce qu'on attend, c'est d'impacter. Et ce que je voudrais dire pour terminer et faire la transition, c'est de relativiser cet événement. On ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer en regardant essentiellement dans un rétroviseur. Nous sommes des témoins de notre génération, construisons nos pyramides. Certains ont des pierres plus grosses que d'autres, d'autres ont eu juste l'avantage d'être à un carrefour. Profitons-en. On n'a pas de mérite pour le passé, mais plutôt pour l'avenir. Alors ce que je pense, c'est justement de penser, pour faire le jeu de mots, ce qui nous a le plus manqué, c'est une lacune de leadership. Ce ne sont pas l'ensemble des activistes ou des dirigeants politiques qui occupent la scène, qui font la décision. Il n'y a pas de vision. De tous nos célèbres hommes politiques ou activistes, quelle est la vision qu'on voudrait partager avec l'ensemble des Burkinabés? Une institution a été créée pour promouvoir la cohésion sociale. Le tout premier acte, c'est de faire un séminaire pour définir qu'est-ce qu'on entend par cohésion sociale. Je voudrais dire que ce de quoi on a le plus besoin, sur l'insurrection, c'est de la relativiser et la remettre dans la trajectoire de ce peuple-là qui n'a pas encore fini. Notre histoire ne s'arrête pas avec l'insurrection. Il faut arrêter d'en faire trop. Il y a des gens qui ont... Fermons cette parenthèse parce qu'elle n'en mérite pas, parce qu'elle ne permet pas de soigner les Burkinabés ni de donner un meilleur horizon. Le meilleur horizon, et je fais des propositions très concrètes, qu'on soit intellectuel, activiste, chômeur, on a le même rapport à la nation. Cela incombe à tout Burkinabé ou à tout ami du Burkina de faire une proposition de démarche. Et cette démarche-là, malheureusement, voudrait qu'on change radicalement nos visions et nos méthodes. Je voudrais dire que ces débats sur le passé ou sur des analyses sont intéressantes, mais dans un autre milieu où on n'a pas d'urgence. L'urgence aujourd'hui pour le peuple, c'est des actions concrètes, de nouvelles solutions. Et je voudrais dire, il faut qu'on commence à savoir comment on met en réseau, à partir des réseaux sociaux par exemple, à partir des productions intellectuelles, parce que la nouvelle révolution ne sera pas industrielle, elle ne sera même pas digitale. Elle sera la force du réseau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fabrique les nouvelles opinions? Comment on fabrique l'homme nouveau? Et concrètement, je voudrais vraiment terminer sur ce point-là. Sur les élections passées, certains ont proposé à chaque parti politique de proposer son plan sur l'assainissement. Ce qui a manqué le plus, c'est qu'on n'a jamais demandé à un leader politique ou à un activiste sa méthodologie pour faire une nouvelle mentalité de Burkinabé. Et je pense que c'est cela. Les opinions sont ouvertes. Et il faut ouvrir le débat davantage à créer de nouvelles voies plutôt que de s'appesantir à justifier son passé sur son apport ou pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Il est 21h. Je ne vais malheureusement pas permettre encore d'autres réactions. Nous allons revenir vers nos panélistes. Aujourd'hui, en termes de perspective, en termes d'action pour le Burkina Faso, professeur Sawadogo, très rapidement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Merci. Je voudrais commencer par dire que le débat que nous avons eu, même sur les différentes perceptions de l'insurrection, est un débat utile. À la fin de son ouvrage, Bruno Jaffré lui-même en a ressenti le besoin. Et je voudrais vous rassurer, peut-être que vous ne savez pas qu'on se connaît. Peut-être lui, je ne le connais pas particulièrement, mais lui, on se connaît depuis longtemps et on a souvent l'occasion de discuter. Donc, il ne faut pas avoir peur du débat public. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'insulter. Maintenant, s'il y a des actes et des faits sur lesquels on peut discuter, c'est normal qu'on en discute. Parce que c'est à partir de là aussi qu'on se prépare des perspectives. Chacun essaie de comprendre ses limites et dans quelle mesure l'autre peut être utile. Alors, si vous parlez en termes de perspective, je dirais effectivement que nous avons une situation difficile aujourd'hui
Et nous avons tous convenu, nous sommes convenus qu'effectivement, le pouvoir actuel ne fait pas l'affaire. Alors, ce que moi je dis, c'est qu'il faut continuer à se battre, et je suis d'accord que l'insurrection a été un moment. Ce moment-là n'a pas été le premier et il ne sera pas le seul. Maintenant, en se battant, il faut poser clairement la question de la dimension du changement que nous voulons avoir. Et c'est à partir de là maintenant que nous allons pouvoir nous poser des questions. Quelle forme d'organisation peut nous permettre d'atteindre ce changement-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour contribuer concrètement au changement? Mais je crois que là aussi, le débat est lancé dans notre pays aujourd'hui. Peut-être ceux qui ne suivent pas comment les choses se font ne savent pas qu'il y a d'autres occasions de débat. Il y a même des publications. Et c'est pour cela que c'est bien de rappeler à celui qui disait tout à l'heure que des Burkinabés n'ont pas publié sur Sankara, qu'il y en a eu. Voilà, c'est bien de rappeler que Alfred Saoudrou, qui est là, en a publié. Maître Kelem de Tambega, Sommet, Basile Guissou. Attention, ce n'est pas les publications qui manquent en tant que telles. Voilà. Ok, donc c'est pour vous dire que personnellement, je pense que la situation est difficile, mais nous avons les ressources pour faire face et de plus en plus, justement, en tirant les leçons de ce qui s'est passé, le problème c'est de savoir comment pouvoir changer radicalement la situation. Monsieur Jaffré, je sais que vous voudrez avoir un certain détachement sur un mode qui ne veut pas être du prescriptif, mais vous, l'acteur du dehors, qui regardez comment est-ce que les Burkinabés peuvent se tirer de ce mauvais pas. Moi, je suis plutôt désemparé, je le reconnais. Je pense qu'il faut de toute façon se nourrir de l'histoire. N'importe quel peuple, s'il doit aller de l'avant, doit se nourrir de l'histoire. C'est vrai que c'est une situation inédite pour le Burkina Faso, tout à fait nouvelle, mais c'est une situation que d'autres pays ont affrontée. Il faut se nourrir de ce qui s'est passé. Je voudrais simplement dire que le pays paye le manque de justice dans son pays. On ne peut pas aller de l'avant si on ne fait pas le point sur le régime de Blaise Compaoré d'abord. Et c'est parce qu'on n'a pas fait ce point, on n'a pas ouvert la justice, on n'a pas jugé les responsables de ce régime, qu'on se retrouve avec un système qui ressemble au précédent. La première chose qu'a fait le président Thomas Sankara, il a mis en place des tribunaux populaires de la Révolution, et c'était certes des tribunaux d'exception, comme on dit, mais c'est quelque chose qui a manqué après l'insurrection. Maintenant, vous me demandez de dire qu'est-ce que le peuple burkinabé doit faire aujourd'hui. Je ne peux pas le dire, mais ce que je dis, c'est que les périodes de l'histoire du Burkina Faso, riches, y compris de combat, d'unité, montrent que le peuple a les ressources en lui, et il faut trouver effectivement des gens qui se réunissent, et pas seulement. Il faut reconnaître que ce n'est pas le rôle uniquement des intellectuels de proposer des solutions. Par exemple, c'est pas un intellectuel qui va dire dans un village qui est attaqué dans le nord comment il faut procéder. Voilà, mais par exemple, j'ai cité Pierre Ouedraogo, j'ai découvert cette proposition. Il y en a d'autres qui en ont à faire, qui sont restés silencieux. Il faut les discuter, et tout ça avec effectivement des gens. Je vois qu'il commence à y avoir des reportages dans le Nord. Les gens analysent. Il y a des journalistes qui envoient des reportages. Tout ça doit nourrir quelque chose. Malheureusement, c'est assez rapide, et malheureusement, vous allez entrer dans une campagne électorale qui n'est pas le meilleur moyen, puisque chacun va vouloir avoir le plus de voix possible. Ce n'est pas le meilleur moyen de trouver une solution à cette situation extrêmement grave et difficile. Abdel Diallo, avant que vous n'ayez votre tour de parole, il y a une question qui a été posée sur le rôle des médias. Vous coordonnez le Centre national de presse Norbert Zongo. Est-ce qu'il y a une sorte d'omerta au niveau des médias burkinabés pour traiter, pour dire ce qui se passe réellement avec cette situation? Je ne crois pas qu'il y a une décision unilatérale de faire une sorte d'omerta sur tout ça, mais il y a la réalité du terrain aussi. La réalité du terrain qui n'est pas facile, et les journalistes burkinabés ne sont pas aguerris forcément pour traiter ces questions aussi sensibles, mais
je dois dire qu'il y en a beaucoup qui font quand même ce travail. Il y a des enquêtes. Nous, au niveau du centre de presse Norbert Zongo, à travers la cellule Norbert Zongo, on a eu à soutenir des journalistes qui ont fait un travail avec beaucoup de risques sur ces questions-là. Et j'ai même dit que les médias ont joué leur rôle. Souvent, on parle de s'approprier l'insurrection. Ah oui, il ne faut pas oublier, et il faut le dire aussi, le rôle que les médias ont joué. Certains pointent des activités qu'ils ont organisées. Je peux aussi dire pareil pour le centre de presse, qui depuis des années ne fait qu'organiser des panels, des discussions, des forums sur ces questions. Donc oui, les médias burkinabés ont joué leur rôle. Et si Blaise Compaoré avait prêté un peu d'attention aux médias burkinabés, je pense qu'il y a quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Et donc sur cette question, je dis ce n'est pas pour défendre parce que j'y travaille, les médias, mais je dis ils font ce qu'ils peuvent. Et nous, en tant que centre de presse, le travail qu'on fait, c'est de créer les conditions pour leur permettre de travailler correctement. Voilà ce que je peux dire sur cette première question. Et maintenant, pour le Burkina, on est à l'orée d'élections législatives et présidentielles dans une situation sécuritaire quand même dramatique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je ne vais pas revenir déjà sur toutes les propositions qui ont été faites, surtout par mes aînés. Et je veux bien effectivement confirmer qu'avec le professeur Mahamadé, et je le fréquente depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, depuis la génération Cheikh Anta Diop. Il fait partie des intellectuels que nous sollicitons régulièrement pour des discussions. Donc c'est très clair, on se connaît bien et on se titille aussi comme ça assez souvent, dans la bonne humeur. Et dans la volonté simplement que chacun défende ses idées, que chacun apporte sa contribution. Et ce que je veux dire avant d'arriver à la question, c'est que il faut qu'on se pose la bonne question. Si on passe le temps à déléguer nos pensées, notre responsabilité à d'autres, on ne va jamais s'en sortir. Si vous pensez, pour ceux qui m'interpellent, que c'est M. Diallo, non, il faut se poser la bonne question. Moi, je fais quoi? Que chacun fasse ce qu'il doit faire dans le domaine où il est bon. Il ne faut pas reprocher à Bruno Jaffré d'avoir été le premier. Peut-être tu dis blanc, français, moi je n'aime pas ces propos-là. Je dis c'est quelqu'un, c'est un intellectuel qui a eu la chance de fréquenter le Burkina, de connaître Sankara, qui a senti qu'il doit prendre sa plume pour faire la biographie de Thomas Sankara. Il ne faut pas lui donner ce droit. Il ne faut pas en vouloir aussi au Burkinabé, il ne l'a pas fait avant lui. Et il faut respecter tout le travail que les autres ont fait. Mais commencez vous-même à vous poser la bonne question. Vous faites quoi? Vous avez fait quoi? C'est important. Parce que quand chacun va commencer à répondre à cette question rapportée à lui, je pense qu'on va faire un pas. C'est ce que je veux dire. Et donc, même ce qui arrive, on a l'obligation, tout Burkinabé que nous sommes, de nous poser la bonne question par rapport à cette situation. C'est vrai qu'on a un État en faillite, mais est-ce qu'on doit juste se contenter de constater qu'il y a un État qui est en faillite, c'est sa responsabilité, et nous, on oublie notre responsabilité? Non. J'ai un doyen que je fréquente beaucoup, qui me titille beaucoup, et ces derniers temps, il ne me lâche pas, et je pense qu'il a raison. Il me dit, oui, Diallo, c'est bien, tu es dans ta crédibilité, oui, tu es engagé depuis des années, tu fais ceci, tu fais cela, tu es dans tous les combats, dans toutes les luttes, mais au finish, c'est pour mettre des médiocres. Donc toi, tu es interpellé. Je suis désolé. Quelle est ta responsabilité, toi? Et je dois dire que ça me parle depuis quelques années. Et je me pose beaucoup de questions. Je me mets en cause. Je me remets régulièrement en cause. Et je dis, on a le devoir, j'aime bien citer, c'est par là que je vais finir, c'est parce que c'est une sagesse peul qui dit le plus important pour un homme, c'est de rendre les autres meilleurs. Travaillons à rendre les autres meilleurs et je pense qu'on va avancer. Travailler à rendre les autres meilleurs et à s'interroger sur sa propre responsabilité. Et cela me fait penser à cette situation parce que, amoureux de musique, j'ai écouté un album de Tidjane Koulibaly, paix à son âme, en 1976, et voici déjà ce qu'il disait. Nos ancêtres ont fait, nous en ferons, il restera toujours quelque chose à faire. Pour cela, nous parfairons la gigantesque œuvre de cet héritage en bâtissant contre vents et marées une armature juvénile saine et solide afin de prouver à nos successeurs que la survie de la nation ne va jamais faillir. Tourner sans regret le regard, tourner sans regret le visage du crépuscule des temps anciens avec la satisfaction du devoir bien accompli vers l'aurore des temps nouveaux. Je pense que là, ces paroles de Tidjane Koulibaly sont ceux
celle qui résume tout ce que nous avons eu à dire aujourd'hui lors de cet atelier Praxis sur l'insurrection au Burkina 5 ans après. Les débats ont certes été des fois bien houleux, mais c'est du débat, de la contradiction qui jaillit la vérité. Et tout ce qui a été dit, comme vous l'avez bien souligné, ce n'est pas ad hominem, c'est de nous amener ensemble à réfléchir et à trouver des voies pour notre pays, surtout à cette période, et j'aime le dire, nous sommes à 100 ans de la création de ce que était la colonie de Haute-Volta. Aujourd'hui, Burkina Faso, serons-nous la génération par laquelle ce pays disparaîtra? C'est la question à laquelle je vous invite à dormir et à réfléchir avec, en disant merci à nos panélistes, M. Bruno Jaffré, qui vient de sortir cet ouvrage, L'insurrection inachevée au Burkina Faso. Vous pourrez l'avoir juste après le café que Free Afrique offre pour ceux qui veulent se le faire dédier. Remercier le professeur Mamadi Savadogo et Abdoulaye Diallo. Et vous aussi, je le remercie, malgré la difficulté, c'est la plus grande difficulté que j'ai eu à modérer un panel à Free Afrique, et cela va aussi du thème et de vouloir réunir à la fois un livre, l'insurrection et ce qu'il faut pour le Burkina. C'est très complexe, il faut plus de 2 heures pour en parler. Nous avons pris, je crois, 2 heures et demie. C'est de vous remercier pour vos contributions, car l'objectif ici, c'est la co-construction du savoir, la co-construction des idées et la co-construction des actions. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à la prochaine pour un autre atelier Praxis à Free Afrique. Merci.